Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Semaine délicate pour l'exécutif après une affluence surprise des anti-mariages pour tous, après le coup de massue de la législative partielle de l'Oise et la publication demain des chiffres du chômage. L'intervention de François Hollande ce jeudi est à la fois importante et difficile pour un président qui fait face au désenchantement des Français. Injuste et infondé, c'est par ces mots que Nicolas Sarkozy qualifie sa mise en examen pour abus de faiblesse à l'encontre de l'héritière de L'Oréal. Sur Facebook, l'ancien chef de l'État insiste aussi sur sa confiance dans l'institution judiciaire. Il évite ainsi d'envenimer le débat en attendant le résultat de sa demande en nullité de la décision du juge Gentil. Et puis on va tenter ce soir, je dis bien tenter modestement, de percer le mystère français. La France, une terre de paradoxes, un pays qui bouge à grande vitesse sous l'effet de la mondialisation, mais qui reste imprégné par ses traditions religieuses et régionales. Un pays qui porte la gauche au pouvoir, mais qui se droitise. On en parle avec le démographe Hervé Lebras, auteur avec Emmanuel Todd du Mystère français chez Seuil. Et notre invité politique ce soir, c'est le vice-président du Front National, Louis Alliot, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un sujet qui ne fait plus la une de vos journaux, mais le calme, vous allez le voir, est loin d'être rétabli dans les villes maliennes. Gao a été le théâtre de violents affrontements hier entre les forces africaines et les djihadistes. Regain de violence donc après la confirmation par la France de la mort de l'un des chefs terroristes, Abou Zeid. La situation malienne vient de faire l'objet d'une réunion ce soir à Matignon avec les présidents des assemblées, les ministres concernés et des parlementaires. Réaction au micro de Mathilde Bélanger. On écoute. Il ne faut pas laisser tomber. On a eu une rencontre avec le ministre de la Défense la semaine dernière à la commission de défense. Et on a trouvé, dans son opposition, que les forces françaises ont vraiment fait du bon travail. Il faut que les forces africaines travaillent elles-mêmes. Un large consensus s'est fait jour sur les orientations afin que notre capacité d'intervention soit maintenue. Donc je crois que l'ensemble des forces politiques, le président Carrère qui au Sénat agit en ce sens, a obtenu l'unanimité sur les orientations qu'il défend. On vous a fait un point sur l'otage Verdon, il est mort, il n'est pas mort? Oui, plutôt pessimiste comme information, mais aucune information définitive comme vous le dites à l'instant. Et puis dans l'actualité aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se défend sur Facebook, injuste et infondé. C'est par ces mots que l'ancien chef de l'État a qualifié sa mise en examen pour abus de faiblesse à l'encontre de l'héritière de L'Oréal. Il précise dans son message qu'il entend consacrer toute son énergie à démontrer son honnêteté et sa probité. L'ex-président insiste aussi sur sa confiance dans l'institution judiciaire. Il évite d'envenimer le débat en attendant le résultat de sa demande en nullité de la décision du juge Gentil. Et j'ajoute, selon un sondage LH2 pour le Nouvel Observateur, 6 Français sur 10 considèrent que sa mise en examen ne compromet pas son avenir. Autre actualité, les déclarations s'enchaînent ce soir pour apaiser la situation chypriote après l'accord arraché dans la nuit. C'est douloureux, mais l'île s'en remettra, assure le président chypriote. La Banque centrale européenne annonce de son côté qu'elle continuera de fournir des liquidités aux banques chypriotes. À noter un couac de taille ce soir, celui du nouveau président de l'Eurogroupe, après avoir annoncé que les solutions pour Chypre sont un modèle pour la zone euro. Il est très vite revenu sur ses propos qui ont affolé les marchés. Parenthèse refermée ce soir. Et on revient à présent sur les détails de ce plan de sauvetage avec Marie Brémaud. Pourquoi pensez-vous que l'Eurogroupe existe? Il existe pour qu'il puisse prendre tout l'argent des petits pays. Malgré un plan de sauvetage dans les rues de la capitale Nicosie, les Chypriotes font grise mine et ne sont pas rassurés. Même au sommet de l'État, on regarde l'avenir d'un mauvais œil.
Détruire un modèle économique si brusquement, cela a des conséquences. Et ces conséquences, nous devrons y faire face. Faire face notamment à des suppressions d'emplois massives, car si Chypre reste dans la zone euro et pourra bénéficier d'une aide de 10 milliards d'euros, cela a un prix. Le secteur bancaire est durement touché. Laïki, la deuxième banque du pays, va tout simplement devoir fermer ses portes. Si les petits épargnants qui possèdent de petits dépôts sont préservés, les détenteurs d'actions, d'obligations et de dépôts au-dessus de 100 000 euros sont visés. Une ponction d'environ 30% sera appliquée, ce qui devrait rapporter plus de 4 milliards d'euros. Et pour éviter toute fuite de capitaux, les autorités vont mettre en place une restriction des mouvements de capitaux. De nombreux Russes, mais également des Britanniques, possèdent des capitaux placés à des taux attrayants sur l'île. Avec cet accord, c'est en fait la fin d'un paradis fiscal. Le plan de sauvetage doit encore être approuvé d'ici mi-avril par plusieurs parlements de pays de la zone euro. Quant au premier versement de l'aide, il devrait avoir lieu début mai. Paris confirme revenir à la semaine de 4 jours et demi à l'école. Dès la rentrée de septembre, le vote du Conseil de Paris met fin ainsi à des mois de discussion et de contestation. Aujourd'hui en cours, quelques centaines d'enseignants, grévistes et de parents d'élèves ont manifesté. Notre journaliste Joachim Robb fait le point sur la difficile mise en place de la réforme des rythmes scolaires au niveau national. 94 voix pour, 69 voix contre. La semaine de 4 jours et demi concernera en septembre 662 écoles de la capitale. Mais la majorité des villes attendra 2014. C'est le cas des grandes municipalités tenues par la droite, de Bordeaux à Strasbourg en passant par Nice et Marseille, mais aussi de métropoles dirigées par la gauche, comme Lyon, Lille et Montpellier. D'autres villes, toutes à gauche, appliqueront dès la rentrée la semaine de 4 jours et demi, comme Nantes, Toulouse, Dijon ou Saint-Étienne. Les enseignants dénoncent une inégalité devant la loi. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'éducation nationale, mais dans le cadre d'une école territorialisée, avec des moyens différents, avec des droits différents, avec des fonctionnements différents. C'est une réforme qui est difficile pour les communes rurales, qui est quasiment impossible pour les communes rurales et qui a un coût financier énorme pour les autres communes. Car des frais seront à la charge des municipalités, cantines le mercredi midi ou animateurs pour les activités périscolaires. Autre question, comment s'organisera cette semaine rallongée? Les Parisiens auront classe le mercredi matin, Lille souhaite le samedi matin. L'opposition déplore que Vincent Payon ne s'attaque pas à l'ensemble du calendrier scolaire. Le problème, c'est les modalités. Et moi, je regrette au niveau national que le ministre n'ait pas intégré la réforme du rythme scolaire sur l'année. Il faut faire en sorte que le temps d'enseignement soit beaucoup plus étalé que ce qu'il est. La refonte des vacances scolaires peut être le prochain chantier de l'éducation. En attendant, toutes les communes de France doivent choisir avant la fin de semaine quand elles appliqueront cette semaine rallongée. La suite du 22h avec nos invités à présent. Je vous les présente avec plaisir. Invité politique ce soir, c'est le vice-président du Front National, Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue avec nous également Hervé Lebras. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes démographe et historien. Vous êtes également l'auteur avec Emmanuel Todd du Mystère français publié chez Seuil. Notre chroniqueur est avec nous, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et on va évoquer l'annonce par Jean-Marc Ayrault aujourd'hui des 2000 nouveaux CDI à Pôle emploi. Jean-Louis, est-ce que ça nous prépare à de mauvais chiffres du chômage qui seront publiés demain pour le mois de février? Demain, 18h30, évidemment, ça en a tout l'air, cette annonce. Il suffit demain qu'on apprenne que le chômage au mois de février a augmenté de plus de 26 000 personnes, 26 200 exactement, pour que la France batte tous ses records en matière de chômage, ce qui politiquement est très important, parce qu'on voit tout de suite les réactions de la droite. Jamais le chômage n'a été aussi élevé en France que depuis que la gauche s'est installée au pouvoir. Histoire quand même d'oublier que le chômage a augmenté d'1 million de personnes entre la mi-2007 et la mi-2012. Alors on annonce donc 2000 emplois, 2000 CDI d'embauche à Pôle emploi. Ce qui fait que si on compte, même avec les redéploiements qui ont été effectués en matière d'effectifs à Pôle emploi, plus les 2000 que la gauche a décrété lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, ça fait 6000 personnes de plus qui vont être confrontées au chômage pour régler leur dossier. Mais il faut rendre compte que par rapport au volume de demandeurs d'emploi et de dossiers à traiter, ça ne fait pas le poids, puisque en un an, les dossiers à traiter par Pôle emploi ont augmenté de 30% et les effectifs qui s'en occupent directement ont augmenté de 15%. À partir de là, la question qui est posée, c'est comment on sort de cette affaire. Alors, comment on en sort? D'autant plus que si on regarde les chiffres du chômage, la moitié des chômeurs ont soit plus de 50 ans, donc difficilement recasables, ou la moitié sont au chômage depuis plus d'1 an, donc qui ont perdu
un peu contact avec le marché du travail. Et pendant ce temps-là, les embauches diminuent à peu près de 10% en un an. Donc on a du mal à sortir. Et vous prenez certaines régions, on va peut-être parler de certaines régions tout à l'heure, après Monsieur Lebras, vous avez certaines régions comme la Franche-Comté, la Bretagne, Champagne, Ardennes, où les embauches à plus d'un mois ont baissé de 15% en un an. Jean-Louis, la question du chômage, de l'emploi sera la question centrale de l'intervention présidentielle ce jeudi à la télévision. Alors le chômage et la croissance, parce que demain 18h30 on a les chiffres du chômage de février et le lendemain, donc mercredi à 8h30, on aura les chiffres de la croissance de l'INSEE définitifs pour 2012 et début 2013. Et on va s'apercevoir, on va confirmer que la croissance c'est zéro. Et comment on peut résoudre la question du chômage avec une croissance zéro? Croissance zéro, alors que la productivité du travail continue à augmenter d'1,5% par an, automatiquement, le chômage ne peut qu'augmenter. Donc, à partir de là, on attend peut-être plus François Hollande sur la question de la croissance, parce que c'est la pierre angulaire de tout, peut-être plus que sur le chômage lui-même. En tous les cas, semaine importante et délicate pour l'exécutif et pour la France, pour les Français. Alors lui a lieu en public comme en privé, dit-on. Le président Hollande ne cesse de réaffirmer, de marteler cet objectif d'inflexion de la courbe du chômage fin 2013. Est-ce que vous excluez totalement qu'on y arrive? Oui, très concrètement oui, parce qu'on voit bien que la situation actuelle est une situation dramatique qui ne concerne pas que la France. Nous ne sommes pas un îlot au milieu de rien. Et la croissance, la zone euro est la zone qui a connu le moins de croissance depuis plus de 10 ans maintenant. Donc se pose le problème du modèle économique lui-même et de la manière dont on gère en quelque sorte les effets néfastes de la mondialisation. Malheureusement, on ne voit pas dans la politique de François Hollande une volonté de contrôle, de limite, de protectionnisme intelligent qui permettrait de sauvegarder quelques emplois en France. On ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien ou qu'il est fataliste. Il y a les emplois d'avenir, les contrats de génération, une réforme de la formation professionnelle, les nouveaux CDI à Pôle emploi aujourd'hui. La preuve, ça ne correspond pas à la situation. Ce sont quelquefois des vues idéologiques. Ce sont pour d'autres réformes des choses imposées par Bruxelles. Elles ne correspondent pas aux attentes et à la situation de notre pays aujourd'hui. Et plus nous irons vers cette politique-là, et plus nous aurons en face de nous des dégâts considérables, économiques et sociaux, et plus nous aurons, je pense à l'avenir, des gens qui dans la rue le manifesteront bruyamment. Vous pensez François Hollande n'arrivera pas à inverser la courbe du chômage, mais vous le souhaitez? Oui, on souhaite tous que la France se porte mieux, si vous voulez, mais on ne voit pas comment, avec cette politique-là, qui n'est que finalement la continuation de celle de Nicolas Sarkozy, et finalement l'application du modèle européen tel qu'il est, comment nous allons sortir de cette ornière. Hervé Lebras, dans les différentes et passionnantes cartes des territoires de France, dans votre livre, vous montrez les transformations sociales et l'impact sur les régions. Est-ce que ce sont toujours les mêmes zones en France qui souffrent du fléau du chômage ? Oui, il y a une certaine constance du chômage, mais ce qu'on cherche à montrer dans notre livre, c'est que beaucoup de phénomènes qui sont traités sur le mode économique ou sur le mode du présent ont des racines très anciennes et que, particulièrement dans la période récente, le fait que, si vous voulez, la couche protectrice supérieure et du fait de la crise économique qu'on vient d'évoquer est perdue de son efficacité, eh bien, il n'y a pas rien en dessous. Il y a d'autres couches. Et ces autres couches reviennent à la surface. Et je dois dire que quand on a fait ce livre-là, on pensait que, ça y est, on avait fait un livre précédent qui s'appelait L'invention de la France en 1980, qui était encore un livre sur les différences régionales. On pensait que c'était fini. Et vous savez que c'est un thème assez récurrent. Désormais, il y a les métropoles, il y a autour des métropoles, puis il y a le reste du territoire. Et avec surprise, on a vu ressurgir une France extraordinairement ancienne. Une France qui est de la France catholique, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui guide par en dessous un certain nombre d'évolutions actuelles, c'est l'ancienne implantation de la religion, et puis une France qu'on peut appeler familiale, c'est-à-dire c'est les anciennes solidarités familiales, et il y a des très grosses différences en France pour ces deux paramètres. Alors on va parler de ces différents territoires, et on va parler en particulier de l'Oise. Marine Le Pen a salué le score historique dans l'Oise du Front National, votre candidate n'ayant été dévancée que de 800 voix par l'UMP. Est-ce que ce résultat, selon vous, lui a lieu, c'est un vote d'adhésion à vos idées ou un vote par défaut? C'est le vote du ras-le-bol, du tous pourris, ce refrain sur lequel vous surfez? Écoutez, un peu des deux, très certainement. Je pense qu'il y a une partie des électeurs qui ne se reconnaissent plus
dans la droite ou dans la gauche et qui apportent leur suffrage évidemment à la candidate du Front National, ce qui a permis d'arriver au deuxième tour en éliminant quand même le candidat socialiste. Et puis dans les deuxièmes tours, il y a un afflux soit d'anciens électeurs de gauche, parce que c'est un peu le cas dans l'Oise, soit des gens mobilisés au deuxième tour qui ne l'étaient pas au premier tour, parce qu'ils considèrent, encore une fois, que la droite et la gauche, ce que l'on appelle l'UMPS, a failli à sa mission et a failli à sa défense de la République et du modèle économique. Et j'en veux pour preuve que ce système est lié, c'est l'appel de M. Harlem Désir à voter en faveur de Jean-François Mancel dans l'Oise, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une connivence, qu'on le veuille ou non, entre l'UMP et le Parti socialiste. Et ça, je pense que les électeurs n'en veulent pas ou n'en veulent plus. L'Oise, justement, Hervé Lebras, cette deuxième circonscription de l'Oise, c'est un territoire particulier. Il est à la fois périurbain, avec des communes pavillonnaires, il y a aussi des territoires de type ruralo-industriel qui souffrent de la désindustrialisation. Est-ce que c'est la France périphérique ? Non, la France périphérique, c'est plutôt justement l'ancienne France catholique qui se porte plutôt mieux. C'est l'Alsace, c'est la Bretagne, c'est le Sud Massif central, c'est le Pays Basque. Non, c'est plutôt justement la crise frappe la France centrale de plus en plus. Et elle frappe, je dirais, la France qui de tradition était laïque, ce qui est quand même paradoxal, et qui était égalitaire. Et le cas de l'Oise est absolument remarquable, parce que l'Oise, c'est typiquement un département qui était déchristianisé, c'est un laïque, c'est un département, du moins la circonscription en question, on est dans le périurbain lointain, vous voyez, et ça c'est une constante qu'on a vue dans les élections récentes, et puis on est dans cette frange nord de la France où le Front National a connu des gros progrès. Si je voulais ajouter... Oui, allez-y. Oui, si je voulais ajouter un mot, je connais bien le slogan UMPS, mais moi je pense qu'il s'est passé autre chose. C'est-à-dire, et on développe, alors cette fois-ci non pas à propos du Front National, mais à propos du PS et de l'UMP, plutôt une autre thèse dans le livre, c'est-à-dire que le glissement de l'UMP à droite a été extraordinairement fort. Et quelque part, pour beaucoup d'électeurs, surtout dans la circonscription de l'Oise, et surtout avec Jean-François Mancel, c'est devenu blanc-bonnet et bonnet-blanc. Il n'y a plus grosse différence entre les deux. On le voit par exemple, j'étais frappé d'un sondage de l'IFOP sur ce qui a occupé la population française dimanche, le mariage pour tous. Et on voit que ceux qui sont le plus hostiles au mariage surtout, pour tous, c'est l'UMP, c'est les électeurs, et que le FN est déjà intermédiaire et n'est pas hostile à ce point-là. Donc quelque part, sur des thèmes extraordinairement... À ce point-là, vous le confirmez ? Pas à ce point-là pour l'électorat. L'enquête d'opinion, en tout cas, l'électorat... Et c'est ma question, est-ce que vous confirmez ce qui est dit dans cette enquête d'opinion ? Écoutez, nous, on s'est prononcé contre le mariage pour tous et contre l'adoption. Mais c'est vrai que dans ces enquêtes d'opinion, le marqueur concernant le mariage est plus important du côté de l'UMP que du nôtre, parce que je pense aussi que notre électorat est beaucoup plus focalisé aujourd'hui, même s'il est un défenseur des valeurs traditionnelles, sur le système social, le système économique. Le fait de vos prises de position un peu contradictoires sur le sujet ? Non, pas du tout. Je pense que ça n'a aucun effet sur l'électorat. Vous savez, les gens savent bien quand ils votent qui fait quoi, qui dit quoi et qui est qui. Et de ce point de vue-là, ils ne se font aucune illusion sur ce que pense le Front National. Vous affichez votre confiance pour les prochaines municipales. Que visez-vous en priorité ? Est-ce que ce sont les villes moyennes entre 10 000 et 30 000 habitants, comme Carpentras dans le Vaucluse, Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais ? C'est votre priorité ? Bien sûr, ce sont en abandonnant les grandes villes. Pas du tout. Nous serons présents dans toutes les grandes villes parce qu'on pense que ce n'est pas une fatalité que d'avoir des scores modestes dans les grandes villes. Et dans des grandes villes, nous avons des scores importants. Je rappelle quand même Marseille, par exemple, ou une ville comme Perpignan, où nous réalisons de forts scores électoraux. Mais c'est vrai que dans des villes moyennes et dans certains départements, le Pas-de-Calais, en Picardie, dans les Alpes-Maritimes, en Languedoc-Roussillon, eh bien, nous avons des scores très importants. Nous aurons beaucoup de candidats à ces élections municipales. Oui, vous tractez déjà, hein, vous avez bien déjà... sûr, mais nous sommes quand on lit vos tracts, on se demande vraiment où est votre programme. Exemple, on va le voir. Dans le Gard, vous dénoncez, je cite, l'augmentation des braquages dans notre région, des tracts que vous distribuez d'ailleurs au moindre fait divers. Autre tract, la priorité à l'emploi dans les zones frappées par les fermetures d'usines. Pour quelle idée concrète ? Nous sommes à un an de l'élection municipale. Là, nous sommes dans une période, je vais dire, préélectorale qui demande de mobiliser les esprits et de mobiliser les gens, d'intéresser les gens à la politique. Et c'est par le biais de ce genre de tracts thématiques que l'on arrive aussi à toucher des catégories de population que l'on ne touchait pas.
Mais des mots, mettez-nous aux affaires et vous verrez qu'il n'y aura plus de mots et il y aura une Il faut les politique idées avant d'arriver réelle. aux affaires. Hervé Lebras, je vous cite, vous dites, c'était dans Le Monde, le phénomène du Front National est navrant, vous le dites, hein, ce sont vos mots, mais pas terrifiant parce que sa capacité d'expansion est limitée. Expliquez-nous, expliquez-le à lui, à Alliot. Non, je pense que M. Louis Alliot connaît comme moi la situation, mais on a vu que le Front National, dans un premier temps, s'est bâti sur un certain territoire. Il s'est bâti sur une thématique qui était l'insécurité et les étrangers. Et puis, il a plafonné. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2002. Puis, ça y est, Le Pen au second tour n'a pas fait mieux qu'au premier tour. Et c'était bloqué. Et déjà, Maigret avait eu l'idée qu'il fallait aller sur d'autres terrains. Et on voit qu'il était allé sur d'autres terrains. Donc, il y a un nouveau Front National qui est apparu. C'est le terrain social sur lequel il est allé. Et on le voit très bien dans nos cartes. Il a atteint son maximum, selon vous. Il a atteint son Oh maximum. non, il peut encore croître un petit peu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, au fond, il a reflué ce qu'on appelait les lieux de commandement, les grandes métropoles. Et il va de plus en plus vers une France profonde, une France qui, c'est vrai, est constituée d'exclus, constituée de pauvres. Donc là-dedans, bien entendu, il y a une clientèle importante, mais il n'y a pas une clientèle qui est, je dirais, très puissante et pas une clientèle qui peut orienter à terme la politique. C'est pas une clientèle qui fournira des cadres importants, c'est pas une clientèle qui fournira des idées. Je vais juste terminer sur un point, c'est qu'au début, on a dit « Oh, le Front National prend la place du PC ». On avait montré déjà très tôt qu'il n'y avait pas de relation entre la géographie du PC et celle du FN. J'étais orthogonal, comme on dit. Et là, progressivement, le FN est en train de gagner ces terres PC, ces vieilles terres laïques, égalitaires, mais qui sont atteintes de plein fouet par la crise. C'est votre région, vous êtes de Perpignan. Oui. Hein. Bon, c'est votre région, c'est le cas de l'Oise, c'est le cas du Sillon-Houillet dans le Pas-de-Calais. Et inversement, les régions qui sont encore dynamiques, comme l'Alsace, comme la région lyonnaise, comme la région parisienne, et même une partie de la Méditerranée. Il y a une carte qu'a publié Le Monde hier, où on voit que là, il y a un reflux important du Front National. Donc c'est un autre Front National qu'on voit apparaître. Vous les avez soulignés, que répondez-vous à cela, lui, que nous travaillons et que nous remettrons, entre guillemets, les pieds dans les grands centres urbains, où c'est vrai, nous avions reculé par le passé pour des raisons essentiellement d'organisation interne, mais je puis vous assurer, et vous verrez aux élections municipales, le retour du Front National dans ces grandes villes, en plus, je pense, de scores importants dans le rural. Oui, mais je pense justement que dans les grandes villes, ce qui vous est arrivé, si je peux faire la chose schématiquement, et vous avez dit le mot, il y a eu un hold-up par M. Sarkozy en 2007. Donc il vous a pris, alors là, il y a une carte dans le livre où on voit, là il n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein, il a pris jusqu'à quelquefois 50%. Et confirme. Oui, 2007. La carte est comme ça. Hein, mais ensuite, si vous voulez, la récupération a été très forte. Dans les zones, je dirais, assez éloignées des centres urbains. Mais dans les centres-villes et dans leur première périphérie, le FN n'est pas arrivé à reprendre ce qu'avait pris Sarkozy. Il est resté, je dirais, un résidu UMP du FN. Lui Alliot, deux questions d'actualité à présent. Contrairement à certains dans son propre camp, le président de la République, l'ancien président Nicolas Sarkozy, assure faire confiance à la justice, dit-il, et à l'institution judiciaire sur Facebook. Propos, vous dites ce soir, mesurés et digne? Bien, je veux dire, il est en proie à la justice, il a plutôt intérêt à ne pas insulter l'institution judiciaire alors qu'il est lui-même là suivi pour plusieurs affaires, d'ailleurs pas que celle de Mme Bettencourt. Et donc il est quand même, je le rappelle parce qu'on l'oublie, il est un juge constitutionnel, c'est-à-dire il siège à la plus haute juridiction de l'État français, ce qui paraît une aberration, mais c'est comme ça, hein. C'est une curiosité démocratique internationale, et donc de ce point de vue-là, il vaut mieux, dans son cas, à la fois pour son statut de magistrat, pour sa profession d'avocat, parce qu'il est aussi avocat, ce qui paraît assez extraordinaire aussi, et pour son statut là aujourd'hui de mise en examen, il vaut mieux qu'il soit prudent, je pense, dans la manière dont il s'exprime, oui. Est-ce qu'il faut faire évoluer le statut du juge d'instruction? Est-ce que chaque juge est infaillible? Non, les juges ne sont pas infaillibles, mais ils sont contrôlés et quelquefois ils peuvent être sanctionnés. Pour le coup, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans le fond du dossier, mais je suppose que si un juge a mis en examen
M. Sarkozy, c'est qu'il doit avoir des raisons, mais encore une fois, on connaîtra, je pense, devant la Cour d'appel, les raisons de cette mise en examen. Alors, autre actualité concernant les débordements d'hier au cours du rassemblement anti-mariage pour tous, le ministre de l'Intérieur met en cause, on va l'écouter, des militants d'extrême droite. On l'écoute, c'était ce matin sur RTL. Là, il y avait incontestablement une pression, une volonté de certains groupes d'en découdre. Il n'y a pas eu de tir de grenade. Il n'y a pas eu de tir de grenade sur les manifestants. Il y a eu utilisation d'aérosols à un moment pour dégager un certain nombre de groupes. Il y a eu 98 interpellations, 6 gardes à vue, notamment pour des violences sur les agents des forces publiques. Des militants d'extrême droite s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur lançant des boulons. Il y a eu une trentaine de gendarmes et de policiers qui ont d'ailleurs été légèrement blessés. Donc c'était une manifestation difficile à gérer, mais elle a été gérée. Des militants d'extrême droite, dit Manuel Valls, ce sont vos militants? N'étant pas d'extrême droite, je ne sais pas de qui il parle, et puisqu'il met en accusation, vous savez que l'extrême droite, c'est assez commode en France, qu'il donne les noms, les organisations. On a connu par le passé, ce genre de manifestations, infiltrées d'ailleurs par des gens du pouvoir qui venaient faire le coup de poing pour accuser les gens qui manifestaient. Donc essayons de sortir de ce débat, qui n'en est pas un d'ailleurs, pour se consacrer sur l'essentiel de la question. Tous arrive au Sénat. Qu'attendez-vous de cet examen à la Chambre haute ici? Écoutez, je viens de lire un article où apparemment la majorité de gauche n'est pas acquise sur ce texte précisément. Par un certain nombre d'élus de gauche n'y sont pas favorables, alors que curieusement un certain nombre d'élus UMP le sont. Et il y a aussi le problème des sénateurs d'outre-mer qui sont, eux, particulièrement hostiles à ce projet de loi. Donc on risque peut-être d'avoir une surprise au Sénat. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Merci Louis Alliot d'avoir été notre invité. Merci Hervé Lebras pour ce livre également avec Emmanuel Todd, Le mystère français chez Seuil. Merci Jean-Luc Gombon, on se revoit demain. La dernière page de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Sophie Normand. Après les manifestations d'hier, le Sénat est le nouvel espoir des opposants au mariage pour tous. Le vote du texte risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Tous les moyens sont donc bons pour allier les sénateurs à leur cause. Depuis le début de l'examen du texte, on reçoit des flopées de mails qui sont d'ailleurs tous formatés sur le même type, avec les mêmes mots. Et on reçoit effectivement des mails types pour essayer de nous dissuader de voter sur le texte. Donc oui, on reçoit des pressions. Le texte sera examiné par les sénateurs à partir du 4 avril. L'abrogation du délit de racolage public était sur le point d'être supprimée au Sénat. Mais voilà, le groupe PS a fait volte-face et dépose un amendement pour l'enterrer. La proposition de loi écologiste avait pourtant été votée en commission lors de son examen préalable. Certains sénateurs socialistes, Philippe Kaltenbach en tête, envisagent finalement un texte plus large sur le sujet. La sénatrice Esther Benbassa, auteure de la PPL, dénonce un coup d'État à l'intérieur du groupe PS. J'ai su ça à 9h. J'ai appelé M. Kaltenbach qui m'a dit que le gouvernement était contre. À 11h, j'ai été appelée par le gouvernement qui n'était pas au courant, qui avait été mis au courant avec mon tweet. Le gouvernement a appelé en disant que les deux ministres étaient pour le vote de cette loi. C'est un coup d'État. Le groupe PS doit arrêter sa décision demain. La France condamne le recours à la force qui a abouti hier à un coup d'État en Centrafrique, le pays qui est depuis en proie aux pilleurs. Paris a envoyé 300 soldats en renfort à Bangui au cours du week-end. Leur objectif, assurer la protection des ressortissants français. Nous avons envoyé un certain nombre de troupes supplémentaires pour protéger nos ressortissants. Ils sont à peu près 1300. Nous leur demandons de rester chez eux. L'ambassadeur Muchetti fait très très bien son travail, je veux l'en féliciter, et les choses sont, de notre point de vue, en ce qui concerne les Français, sous contrôle. Mais nous restons très très vigilants. Le ministère de la Défense annonce ce soir que des soldats français ont tué aujourd'hui 2 ressortissants indiens. Les militaires auraient fait feu sur des véhicules qui tentaient de pénétrer dans l'aéroport de Bangui, alors même qu'ils venaient d'être l'objet de tirs d'origine inconnue. Une enquête est ouverte. Le dessin du jour, c'est celui de Xavier Gors dans Le Monde. Alors que le ministère de la Défense s'apprête à essuyer de sévères coupes budgétaires, une idée surgit pour maintenir le défilé du 14 juillet. Un défilé en Vélib. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Comme tous les lundis, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat avec ce soir l'excellence en chantier. Belle soirée
À demain, avec plaisir. On va attendre déjà d'avoir le calme parce que je trouve que pour une entrée c'est un peu agité. Certes il y a la caméra mais ça n'excuse pas tout. C'est la 3e fois qu'on se voit. Au bout de la 3e fois vous me refaites encore une entrée agitée comme ça, vous allez m'entendre. Asseyez-vous. Bon, j'aurais voulu savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer cette semaine. Ah ouais. Il n'y a que les cours qui étaient bien, sinon je suis très déçue. De quoi? De tout, de l'internat. C'est-à-dire? C'est pas comme on nous l'avait présenté. On nous avait dit que le matin on avait cours et que l'après-midi c'était sport, et puis là on se retrouve avec les emplois du temps qu'on finit jusqu'à 19h et qu'on commence à 7h45. On ne peut jamais se reposer. Voilà. On est arrivé, il y avait des meubles pas montés, il n'y a pas de miroir, pas de poubelle. Les douches, tous les verrous sont montés à l'envers, les douches et des rideaux montés avec du grillage et des barres d'arrosage. Alors, effectivement, c'est pas terminé. Mais quand ce sera terminé, ça va être bien. Quand les verrous seront dans le bon sens. Mohamed? Moi, j'ai été satisfait. Quand je vois des potes qui sont dans les autres établissements et qui sont 35 par classe, qu'ils n'arrivent pas à travailler, je me dis direct que c'est pas pareil en fait. Ouais. Ah, t'as bien raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête, hein. Parce que là, vous avez la chance de n'être que 20. Imaginez-vous une classe qui est double. Là, tout à l'heure, on a appris que dans un établissement, il y a eu la fusion des 2 premières ailes, et dans la classe, du coup, ils sont 42. Oh. D'accord? Donc là, vous avez vraiment de la chance d'être en petit effectif. Alors certes, j'ai bien entendu ce que Nawel disait, en classe ça va. En dehors, ça va pas encore, je vais dire. D'accord? Mais ça ira de mieux en mieux. En tout cas, vous êtes là, et il ne faut pas l'oublier, pas pour ce qu'il y a en dehors de la classe, mais pour ce qu'il y a dans la classe. D'accord? C'est ça le point important. Ici, vous avez une chance que vous n'aurez pas ailleurs. D'accord? « 45 internats d'excellence ont été créés dans toute la France depuis 2009 pour offrir à des élèves de milieux modestes de meilleures conditions de travail. À Douai, l'internat accueille une centaine d'élèves sélectionnés sur leurs résultats, corrects mais pas nécessairement excellents au départ, et surtout sur leur motivation à quitter leur famille. S'il vous plaît. Ce qui est important pour moi en ce début d'année, c'est que tous les élèves se mettent dans la tête qu'ils doivent réussir, que nous sommes là pour ça, que, alors c'est pour les anciens, que je ne laisserai plus rien passer, qu'il y aura du travail, et j'avertis les parents, je tiens à ce qu'il y ait du travail une partie du week-end. Le portable, ça n'a pas changé. L'utilisation, c'est 20h, 22h. À 20h, les élèves l'ont, à 22h, ils le rendent. Nous nous sommes aperçus l'année dernière que certains en avaient 2. Voire 3, voire 4. Alors, c'est clair. La responsabilité en incombe aux parents.
Pendant plusieurs mois, nous allons tenter de comprendre l'enjeu de cette nouvelle expérience pédagogique à travers le regard des élèves, de leurs familles et des enseignants. Bon, messieurs, dames, s'il vous plaît, il est l'heure de laisser vos enfants. Donc, vous êtes priés d'évacuer les lieux, uniquement les parents. Alors, vendredi, tu vas savoir faire ton lycée? Oui. Oh, pleure pas, hein. Non. C'est bon, je reviens vendredi. Je reviens vendredi, pleure pas. Les secondes 1, vous ferez des bisous après. Hein. Les secondes 2. Asseyez-vous. Je suis monsieur Yayaten. Yayaten. Je vous l'écris pas parce qu'il n'y a pas de craie. D'accord? Donc je suis votre professeur de mathématiques et votre professeur principal. Peut-être qu'au début ce sera dur, que vous aurez des phases de démoralisation. Ben moi ce que je vais vous demander, c'est de vous accrocher. D'accord? Vous allez apprendre à travailler, vous allez apprendre à vous responsabiliser, vous allez apprendre à être de plus en plus autonome. Et au bout du bout, c'est vous qui en serez gagnant. Comment ça se passe l'oral du bac de français? Soraya. On doit lire des textes et après l'examinateur, il y a la liste de textes qu'on a étudiés le long de l'année et il nous interroge sur un des textes. Voilà, donc vous présentez le jour du baccalauréat avec une liste de textes que nous avons tous étudiés en classe. Je savais qu'en venant ici, j'allais avoir plus de chances de réussir, c'était évident. Parce que les conforts au niveau du travail, il n'y avait pas photo. Les conditions, c'est des conditions idéales. Pourquoi par rapport à chez toi Ouais, par rapport à chez moi, parce que forcément, chez soi, on a moins envie de travailler. Parce qu'il y a les tentations, il y a la télévision, il y a la famille, il y a les sorties, il y a les amis. Tandis qu'ici, il n'y a rien. Donc ça, et puis voilà quoi. On nous promettait vraiment la réussite, tout ça, donc c'était attirant. C'est bon? Ouais. Ton Anthony, s'il te plaît, je vais chercher les téléphones. Hein. Il est là. Clémentine. Mon téléphone, il s'éteint pas. D'accord. Vous pouvez laisser les veilleuses, je repasse d'ici une dizaine de minutes et après tout le monde au dodo. Okay. À tout à l'heure. Elle a oublié le téléphone. Je m'en fous, je le prends. Elle est pas là, non? Et pourquoi deux téléphones, Clémentine? Parce que sans téléphone, c'est impossible qu'on est jeune. Ah ouais. À qui tu vas envoyer des messages après 22h? Ah, dis-le à ma mère. Quelques jours à peine après la rentrée, Aziz est convoqué pour des problèmes de comportement en classe. En début de semaine, moi, comme j'aime pas trop qu'on me crie dessus, et moi je croyais que c'était vraiment comme à Roubaix. À Roubaix, et je suis venu ici, j'ai commencé un petit peu à jouer le rebelle et tout comme à Roubaix. Et j'ai compris en fait vite fait que ici il fallait pas jouer le rebelle. C'est vraiment un établissement stable où on est vraiment bien encadré et il faut respecter les adultes. Ça paraît bizarre mais ça m'a fait peur en fait de me séparer de ma famille. Parce qu'en fait ici, comme dire, faut être droit. C'est vraiment excellent comme il porte bien son nom le lycée, donc j'aimerais bien. En fait j'ai peur de décevoir les gens ici. Peur de savoir ceux qui m'ont fait entrer. Et voilà. Allez, Aziz, dans mon bureau. Allez, c'est parti.
Voilà, donc déjà pour lundi, agenda. Préparer une série de 10 questions sur le métier de magistrat. Tous les travaux qui vont être faits autour de la justice comme ça seront tous notés. D'accord? Mais, je reviendrai dessus tout à l'heure, même si tout est noté, on ne bosse pas là pour la note. D'accord? On bosse parce qu'on fait quelque chose qui est très particulier et qu'on ne refera peut-être pas, enfin, vous ne referez peut-être pas une fois dans votre vie. Ce qu'on fait là, c'est quasiment une première en France, parce qu'on a déjà fait en France des élèves qui refont les audiences, qui se mettent à la place. Mais là, vous avez une chance qui est... Enfin, c'est une chance que vous avez vraiment très forte ici, c'est que, en plus de refaire l'audience, auparavant, vous aurez été coaché, briefé par les magistrats, les avocats, qui vont vous donner, entre guillemets, leur façon de faire. À la fin de la première semaine, Clémentine rentre chez elle, où un comité d'accueil l'attend. Salut. Bonjour. C'est pas bon aujourd'hui. Comité d'accueil. Ça va ma chérie? Ouais. C'est un enfer. C'est un enfer. Je regarde une semaine d'enfer. C'est l'enfer. Et la porte elle se ferme là. Je vais avoir mon emploi du temps, je vais pleurer. C'est rien l'emploi du temps. C'est fini les vacances, hein, de se lever à midi. Hein. Maintenant, il faut bien se lever à 6 heures. Hein. En plus, il faut faire la queue pour les... Quand tu travailleras, ça sera encore pire. Je te dis, attends, les douches elles sont, tu vois, là-bas, et moi je suis carrément au fond du Rhin. Ah bah, footing. Footing le matin, pour être en condition. Un café, un jus d'orange, footing. Hein? Il y a de l'air qui passe entre les pieds et tout. Ah bon? Mais ils sont en travaux, Ouais, ils sont en travaux, ils sont Clémentine. Un peu de patience, Clémentine. Mais c'est l'internat en fait qui te gêne, toi. Ouais, clairement. Pourquoi t'as fait ça alors? Mais j'aimais bien au début parce qu'on m'a présenté le sujet hyper classe et tout, et finalement, bah, c'est tout. Mais c'est hyper classe. Je m'attendais à ce qu'elle me dise tout ça en fait, parce qu'elle m'envoie des messages le soir qu'elle est pas très bien, mais je vais un petit peu la booster pour qu'elle s'accroche. Elle est capable de... Ouais, je suis capable, ça c'est sûr, mais... Faut que je sois motivée. Motivée. Mais tu vas être motivée. Ouais. C'est pour toi. Ouais. C'est une grande chance, tu verras. Dans un an, tu me diras merci. Dans 3 ans. Mais même dans un an, quand tu auras fini ton année scolaire, tu me diras merci. Pour de nombreux élèves, les débuts à l'internat sont difficiles. Quelques jours plus tard, Aziz est à nouveau convoqué, mais cette fois en conseil de discipline, où il ne se présente pas. Donc Aziz est né le 1er novembre 1995. Il est d'une famille de 5 enfants. Dès le 6 septembre, Aziz pose des problèmes de comportement à l'internat. Il n'accepte pas les règles et se montre agressif. Certains se plaignent de son comportement envers les autres. Le 8 septembre, il déclenche l'alarme incendie avec un déodorant. Le 12, il se lève plus tard que les autres. Même chose le 14 septembre. Il ne veut pas se lever à l'heure, prétextant que le règlement intérieur stipule que le lever se fait à 7h15. Non, il ne manque pas d'humour. Et tout cela s'accompagne d'une absence de travail en cours, comme de travail personnel. Commentaires, avis. J'aurais préféré qu'Aziz soit là. Oui, moi aussi. Bon. S'il avait été là, moi je lui aurais quand même dit, malgré tout ce qu'on vient d'entendre, que j'ai envie de croire en lui, quand même. Je pense qu'il peut s'en sortir et je ne suis pas la seule ici à penser qu'il peut s'en sortir. Seulement, depuis le début, on y laisse beaucoup d'énergie pour Aziz. Alors, on y laisse beaucoup d'énergie en cours déjà. Donc en cours, quand ça se passe pas bien, parce qu'il faut gérer toutes les sautes d'humeur d'Aziz, mais aussi quand ça se passe bien, parce que quand monsieur est motivé, il pense qu'il n'y a que lui en fait. Alors moi, encore une fois, s'il avait été là, j'aurais eu envie de lui dire que j'ai pas envie qu'il quitte cet établissement, mais j'aurais voulu qu'il me prouve que je ne me trompe pas et que je ne suis pas en train de me ridiculiser à dire ça. Mais il n'est pas là pour me présenter ses arguments. Il y a d'autres choses, d'autres remarques, d'autres...
Oui, vas-y, Soraya. En fait, je pense que c'est trop de changements d'un seul coup dans sa vie. Et en fait, je pense qu'il est un peu perdu et qu'il a juste du mal à trouver sa place. Pour l'instant. Donc, le conseil de discipline a décidé l'exclusion définitive d'Aziz. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est pour retard? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Aziz? Explique-moi. On a un retard au niveau du train. Oui. Parce que ma mère, comme elle est invalide, Oui. elle est invalide, donc elle marche trop Et doucement. puis, On a raté le train, en fait, et on a eu un retard. Puis on a raté le train, puis il y a encore le retard du train de 10 minutes. Puis, après, on est arrivé ici. J'ai croisé Soraya et il m'a dit que mon conseil de discipline était déjà passé. Ce que je décide de faire, mais là, je ne peux pas le faire tout de suite. Hein. Je vais renvoyer une invitation à tous les membres du conseil de discipline, d'accord, en précisant que je reviens sur le conseil de discipline, je le refais parce que tu n'avais pas pu être présent au premier conseil de discipline avec ta maman, d'accord? Et tu me laisses faire, c'est-à-dire que là, il faut encore, alors je suis vraiment désolé, mais il faut encore 10 jours. Il faudra d'ailleurs lui envoyer ses cours, lui, hein, et tu vas me les recopier et me les prendre, d'accord? Oui. Vous envoyez le 1, si vous pensez que c'est le G12, vous envoyez le 2. Tout ça par S. J'espère bien réussir là-bas et m'adapter à ce mode de vie. Il a une tête, mais s'il reste dans ce quartier, il ne peut pas avoir son avenir. Je veux qu'il devienne un homme et qu'il grandit devant mes yeux et qu'il me porte l'honneur devant ce quartier. Mais Aziz, il faut que tu tiens. T'as 16 ans. J'espère que ça va bien se passer. Écoute, Aziz, si je fais tomber une larme aujourd'hui, peut-être demain tu la verras plus ma larme. Prends cette image, garde-la dans ton cœur et sois un homme. Voilà. Porte l'honneur à maman. Pour moi, s'il y en a bien vraiment un qui mérite vraiment sa place ici, c'était Aziz, quoi. Il vient d'un quartier difficile, il vient d'un collège difficile. Après, il y a des conditions familiales qui sont pas... je veux dire, voilà, quoi, c'est un peu comme nous, famille nombreuse. Travailler à la maison, c'est dur. Il essaye de passer par la case « je suis populaire parce que je fais la fête en classe » pour essayer de se faire des amis, de se faire une cote de popularité. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en fait, ici, c'est le travail. Tous les soirs, après les cours, les élèves doivent obligatoirement se rendre en études pour travailler et apprendre à être autonomes. C'est l'équation. C'est le prof qui m'a dit ça. Égal, unique, égal. Le prof, il m'a dit que j'avais fini là. Non, c'est pas fini. Hein. Vas-y, j'ai fini. Non, c'est pas fini. Regarde, regarde. Bah, viens finir ici. Non, je mets moins 5t carré. Ouais. 80 plus 20. 100. Ouais, 100. Et monte sur 21. Ah ouais. J'ai trouvé la même chose, il m'a dit j'ai fort. Putain, parce que c'est moi, je t'ai toujours ton commentaire. Et parlez-moi fort, s'il vous plaît. Pour les élèves de l'atelier justice, c'est une grande première. Ils vont assister à une audience au tribunal correctionnel de Douai et rencontrer le procureur.
Voilà, bah, écoutez, moi je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Hein, on le fait de temps en temps, donc avec des élèves. C'est pas aussi fréquent que ça que le procureur vienne discuter après avec une classe, hein, parce que c'est pas facile. Il y a de nombreuses classes qui viennent à Douai. Et bon, on ne peut pas faire ce qu'on fait avec vous, avec toutes les classes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Alors, il y a des bonnes et mauvaises raisons. Il y a je vais commencer par les mauvaises. Les mauvaises raisons, c'est sans doute parce que c'est un métier d'autorité, un métier de pouvoir, hein, et que moi, j'aime bien décider. J'aime bien faire agir sur les choses. Les autres raisons qui sont plus avouables, c'est sans doute que j'ai voulu être utile aux autres. Moi, ma question, ce serait combien gagnez-vous? Alors, je suis un magistrat chef de juridiction avec 20 ans d'expérience à peu près. Hein. Donc je gagne environ 7 000 € net par mois. Non, c'est un joli salaire. Ouais. Toujours exclu temporairement, Aziz rend visite à son dentiste. Un homme qui l'a poussé à entrer à l'internat parce qu'il croit en ses capacités. Tu t'ennuies, là? Ouais, bah... Je regrette toutes les conneries que j'ai fait et tout, donc... J'espère qu'ils vont me reprendre. Parce que s'ils me reprennent pas, je sais même pas ce que je vais faire. À ce point-là? Ouais, je sais même pas ce que je vais faire. Revenir ici, pour être la même chose comme avant, non, ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Il y en a beaucoup hein, qui veulent te rejoindre maintenant. Les places sont chères. Ouais. Tu vois, il y a des moments dans la vie, on se dit, j'habite à Salles-Quartier, j'ai pas de chance. Ça, c'est vrai. Quand on habite à Salles-Quartier, on n'a pas de chance à la base, parce qu'on habite avec ses parents. Mais là, on m'a sorti du... Mais exactement. On m'a sorti du quartier, moi. Ton avenir t'appartient. C'est-à-dire qu'on te sort du quartier, on fait comme si t'étais tout le monde. C'est ça l'école de la République. C'est comme si ton voisin, la fille qui est à côté, le garçon qui est à côté, vous veniez du même endroit. On efface les différences pour ne vous réunir que sur les thèmes qui vous rassemblent, c'est-à-dire la réussite scolaire. Et ces gens, t'imagines l'énergie qu'ils déploient et surtout la compassion qu'ils ont à ton égard pour aller jusqu'au bout du chemin avec toi. Ça va aller. Faut que tu t'accroches. À l'issue de son deuxième conseil de discipline, Aziz réintégrera l'internat. Les mois passent et les travaux ne sont toujours pas terminés. Non mais je comprends pas, monsieur. Mais je suis parti d'où au départ? Bah eux. Donc eux, et on est arrivé où? Ah C'est compliqué ça? Viens ici. Le point d'arrivée, il est où? Là. Là. Donc on est parti de là à Alors, de là. L'excellence, pour moi, c'est finalement réussir à faire passer aux élèves que rien n'est perdu. À un moment donné, on peut être dans le gouffre, ne rien comprendre, se retrousser les manches et aller de difficulté en difficulté pour avancer. On ne me retirera pas de la tête que lorsqu'on y met les moyens, pas simplement des moyens financiers, mais également des moyens humains. Lorsqu'on a des petits groupes d'élèves à 15 ou à 20, on fait un meilleur suivi, en tout cas un suivi plus fin, des difficultés des gamins. Et donc à un moment donné, ils se sentent en confiance et ils se désinhibent un peu par rapport à leurs difficultés. C'est ça qui est intéressant. D'accord? Allez, à toi. C'est parti. 1, 2, 3, c'est ce que je t'ai dit. Le gauche, piston, là. Voilà. À part le droit, tu mets comme ça. 1, pivot. Genre, je pivote. C'est comme le laon. Le laon, il est là. Bien poussé. Et toi, tu as l'impression d'avoir changé? Ouais. En quoi? Bah, je suis plus mûr. C'est pas pareil en fait, c'est pas du tout le même environnement qu'avant dans mon collège. Ouais, je kiffe.
qu'est-ce que tu kiffes? Ah, c'est déjà le fait d'être alterné, d'être tous ensemble, genre toute la semaine ensemble. Le week-end, en fait, on est pressé de rentrer chez nous le vendredi soir, mais on est aussi pressé de revenir à l'internat le lundi, en fait, c'est pour ça. Y compris pour le sport, surtout pour le sport? Pour tout. Même les cours, moi j'aime bien. Moi, j'ai pas vu tous les trois, mais bon. Nous, on est très fusionnels. Hein. On m'a dit, quand je le dépose au lycée lundi matin, c'est des gros câlins devant ses copains. Maman, je t'aime. Même tous les soirs, c'est des textos. Bonne nuit, maman, je t'aime, je t'aime. Donc, moi, je voulais absolument que son frère est là-bas, et pour la réussite, et pour être avec sa sœur, quoi. Moi, ça leur fait une compagnie, quoi. Ils sont solidaires, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire internat d'excellence? Bon, déjà, c'est vrai que non, ça sonne chic, ça sonne fort, ça sonne bien, mais bon, ça reste quand même un lycée normal, mais quand même plus encadré quand même. Ils sont un peu moins par classe, ça leur permet quand même déjà. Puis les profs sont quand même un peu plus ouverts, c'est quand même. Puis ça fait comme une famille. Votre rêve, ce serait quoi pour eux alors? On les force pas. On les force pas à vouloir ce qu'on veut, médecin, comme tous les parents rêvent. On a un enfant, non. Bah, j'aimerais qu'ils s'en sortent dans la vie, au moins comme nous, quoi, au minimum, et puis un peu plus, quoi, quand même. Quoi. Bah, comme Soraya va intégrer Sciences Po, j'aimerais bien, franchement, je serai derrière elle. Mon Dali va intégrer l'école des mines, donc j'espère. On va créer des petites écoles en même temps. Mais bon, si c'est leur souhait, pourquoi pas, ma foi, on sera derrière eux. Hein, derrière eux. Puis j'espère que ça continuera, parce qu'il y en a encore 3 derrière, hein, je compte tous les caser là-bas. On change d'épaule. Vers l'avant. Verrouillez pas les genoux, hein. Je voulais développer le projet autour du théâtre. Et c'est en partie pour ça que j'ai été recrutée ici. Et je savais que dans les internats d'excellence, les élèves étaient recrutés aussi sur critères sociaux. Et moi, je viens d'un milieu défavorisé. Donc ça me parlait. Et je ne suis pas devenue prof par hasard. Pour moi, l'école, c'était un refuge aussi, parce que voilà, j'ai évolué dans un milieu un peu hostile, très hostile même. Et donc du coup, ce qui m'a donné confiance en moi, c'est pas du tout le milieu familial, ça a été l'école. Dans notre société, ce que je trouve monstrueux, c'est l'homophobie. Dans notre société, ce que je trouve monstrueux, c'est l'inégalité. Dans notre société, ce que je trouve monstrueux, c'est le mensonge. Vous gardez votre phrase et vous allez dire cette même phrase très en colère. On doit sentir la colère. D'accord? Très en colère. Dans cette société, ce que je trouve monstrueux, c'est le mensonge. Dans cette société, ce que je trouve monstrueux, c'est l'inégalité. Sans rigoler. Refais-le nous sans rire, Calvi. On doit vraiment sentir la colère. Vas-y, concentre-toi, pense ce que tu dis. Dans cette société, ce que je trouve monstrueux, c'est l'inégalité. C'était mieux, hein. Pour préparer la grande audience qui aura lieu dans quelques semaines, le procureur de Douai, accompagné de 2 avocats et de la présidente du tribunal, viennent travailler exceptionnellement avec les élèves. Alors aussi, ce qui est important, c'est plutôt que de remettre, comme tout à l'heure, en vrac les documents, voilà, il faut que tu prépares un dossier. Il faut qu'on ait des idées claires quand on prend la parole, hein, ou quand on écrit d'ailleurs. Hein, il faut être clair. Il n'y a pas de plan véritablement de préparer solide et qui ressemble à quelque chose. C'est vous qui décidez, c'est vous qui menez les débats, c'est vous qui décidez ce que vous posez comme question, à qui et quand. Vous vérifiez. Ensuite, vous ne faites pas le casier. Alors moi, mon rôle en tant que présidente, c'est de leur expliquer la façon dont se déroule un procès, parce qu'ils vont devoir, eux, mener l'audience, conduire le procès, rentrer dans la peau des juges, des avocats, des procureurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret et qui leur fait toucher du doigt le sens de la justice.
Pour leur faire toucher du doigt le sens des mathématiques, M. Yeyaten va lui aussi plus loin avec ses élèves, jusqu'à l'autre bout du département. On va assister à une conférence d'un passionné, et s'il arrive à transmettre ne serait-ce qu'un dixième de sa passion aux élèves, alors ce sera gagné. Ce que j'ai déjà fabriqué, c'est un polynôme du 3e degré. Donc pour trouver quelque chose de quadratique dans la longueur des côtés, c'est raisonnable de prendre la racine carrée d'un polynôme du 4e degré. Racine carrée, ça va diviser le degré par 2. Quel genre de métier ça peut nous amener?